Bonjour à vous, ici Mom. Je vous retrouve aujourd'hui, 48 heures après le lancement de la campagne Ulule pour le roman Heroic Fantasy Errant au bord de la falaise, histoire de faire un petit peu le point sur l'avancée de la campagne. Eh bien, il faut savoir que en 2 jours, on a bien avancé, puisqu'on est actuellement, à l'heure où je vous parle, aux alentours de 40% de l'objectif, ce qui est tout simplement énorme. On a dépassé les 440 € sur les 1100 qui sont visés, et pour ça, je tiens à vous remercier chaleureusement. Je ne pouvais pas espérer meilleur lancement pour ce projet. Donc cette petite news vidéo, c'est déjà l'occasion de vous remercier chaleureusement pour ce soutien qui fait vraiment plaisir, mais aussi c'est l'occasion d'apporter quelques petits éclaircissements sur ce projet errant au bord de la falaise. Bon, j'ai déjà fait une vidéo dernièrement où je parlais justement un petit peu de l'origine du projet, quels étaient mes objectifs, etc. Mais là, je peux vous en dire un petit peu plus puisque aujourd'hui, j'ai reçu la version bêta du roman. Pourquoi est-ce que je parle de version bêta du roman? C'est parce que cet exemplaire-là, notamment, n'a pas la présentation de l'auteur à l'intérieur, et il y a aussi 2-3 petits éléments que j'ai corrigés en cours de route, et qui seront présents dans la version finale. En fait, cette version-là, c'était avant tout pour moi, et pour vous, une manière de voir à quoi ressemblera le livre une fois imprimé. On peut le voir ici avec le verso, et les superbes illustrations de Dead, qu'encore une fois, je remercie pour son travail précis et soigné. Ce que j'aime particulièrement avec le travail de l'illustrateur, c'est qu'il a su capter des éléments qui peut-être étaient présents au plus profond de moi, et quand je les ai vus, ça m'a paru une évidence. Quand j'ai vu ses premiers dessins, je me suis dit, il faut qu'il illustre ce roman. Et d'ailleurs là, vous pouvez le voir, hein, le roman, je ne me moque pas de vous, hein, il fait environ 430 pages, et comme je vous ai expliqué dans la présentation du projet, eh bien, les chapitres sont tous illustrés. En fait, à chaque début de chapitre, vous allez avoir une illustration en tête qui permet de donner un petit peu la couleur, en tout cas annoncer un petit peu ce qu'on va avoir dans ce chapitre. Et là, comme vous pouvez le voir, vous avez un aperçu de comment rend la mise en page au sein du roman. On a quelque chose quand même d'assez aéré, assez agréable à lire, parce que ce que j'ai souhaité absolument, et ça c'est quelque chose que j'apprécie lorsque je lis un roman, c'est d'avoir des chapitres qu'on peut lire assez rapidement. On a 35 chapitres, plus ou moins long, hein, je crois que le chapitre le plus long doit faire une 40aine de pages, mais globalement on est sur 15-20 pages, ce qui fait que chaque chapitre, on peut les lire en disons 15-30 minutes. C'est quelque chose que j'apprécie parce que moi notamment dans ma manière de lire, c'est un petit peu tous les soirs, et le fait de lire un petit chapitre avant de s'endormir, c'est quelque chose que j'apprécie et que j'ai voulu transmettre dans mon projet. Et par ailleurs, à l'intérieur du roman, il y a 2 illustrations pleines pages, que je ne vais pas vous montrer pour vous garder la surprise. Illustrations que j'aime beaucoup, puisqu'elles arrivent à capter l'émotion qu'il y a dans ces chapitres clés. Donc voici tout ce que j'avais à dire pour un petit peu présenter l'objet que vous allez acquérir. Encore une fois, je vous remercie pour votre soutien. N'hésitez pas du coup à partager la page Ulule pour continuer à soutenir le projet. Et je vais vous laisser maintenant avec la lecture du début du roman, l'Incipit. C'est pour vous. Et encore une fois, je vous dis à très bientôt pour d'autres news. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à très bientôt. Dans son esprit chantent les oiseaux, il piaille un printemps qui n'est plus. Au-delà de ses paupières dansent des lumières dorées et mauves, confondues dans l'aube aux odeurs de marguerite. Le goût de pâtisserie roule sur sa langue, et les saveurs s'agglutinent dans son estomac qui grogne. Le rance remplace le sucré. Ses doigts se referment sur une poignée de poussière. Son dos brame une douleur sourde. Il se redresse, ajuste ses cheveux coiffés en une longue natte. Il se sent perdu, flottant entre rêve et réalité. Sa mémoire vacille, se trouble à mesure qu'il cherche à se souvenir de son propre nom. Il a la désagréable sensation d'avoir émergé ici, l'âme vierge de pensée. En douceur, il se hisse au bord d'une fenêtre et sourit en voyant, par-delà les toits de hangars muets, les vagues tranquilles mourir sur le port abandonné. Il se sent l'esprit d'océan, insondable, mystérieux. À défaut de se rappeler son identité, le dormeur gardera en son sein cette image de l'horizon maritime. Il lui empruntera son nom. Mais un bruit de pas survient. Ses yeux s'arrondissent. En un mouvement prompt, Océan effectue une roulade agile commandée par l'instinct de survie. Il se précipite derrière des caisses et des fûts éventrés, les ajuste pour créer un assemblage confus qui le dissimulerait sans éveiller les soupçons. Il s'immobilise, respire longuement pour apaiser son cœur.
Des paroles s'élèvent, elles semblent venir de l'étage en dessous. « Tu penses vraiment qu'on va en trouver ici ?» demande une voix tremblante, sans doute une jeune personne sur la défensive. « Bien sûr, Styx. Des gars du village m'ont assuré que le port a été déserté en laissant des boîtes pleines de tapis et d'épices. Je ne vais pas parier sur les épices, mais si on peut récupérer le reste, crois-moi, on pourra les vendre. » « Et qu'est-ce que les gens vont en faire de ces tapis, hein ? J'en sais rien, fils. Les accrocher au mur pour les protéger du froid, les poser par terre pour s'en servir de paillasse. T'as qu'à trouver d'autres idées, toi. Moi, je n'ai pas traversé la forêt et les collines pendant 2 jours pour rentrer bredouille. » Le jeune lance une remarque piquante. Comme Océan entend les rires de son père, il comprend que c'était pour détendre l'atmosphère. L'inquiétude peut être grande ici, et il le sait, car lui-même s'était interrogé la veille avant de s'accorder une nuit de sommeil. Les entrepôts, et tout endroit pouvant contenir des biens, sont prisés par les brigands. Parfois, certains criminels s'y retrouvent et y établissent des bases. L'imposteur pris sur le vif n'a d'autre issue que de devenir leur esclave ou de mourir. Océan profite de la lente exploration des intrus afin d'analyser les lieux. Face à lui, les restes d'une porte laissent entrevoir un couloir sans plafond, invitant des rayons mornes à danser avec les poussières volatiles. Les larges fenêtres, brisées depuis longtemps compte tenu de la rouille au niveau des armatures en fer, exposent ce local au froid du matin. Au sol, des morceaux de verre polis par le temps suent à cause de la rosée. Non loin de lui, il trouve une longue barre d'acier sectionnée au bout. C'est à ce moment que les bruits de pas se font plus forts. Ils sont montés à l'étage. Océan s'accroupit tandis qu'ils parviennent au local. Par une fente de la caisse face à lui, il découvre un homme bâti, quoique son ventre semble étriqué dans sa veste de cuir rapiécé. À la main, il porte un gourdin agrémenté de clous. Derrière, le garçon, au crâne rasé et au visage parcouru d'une longue balafre allant du front à la mâchoire, le suit en tremblant. Il tient un large sac en toile afin de transporter le possible butin. Le plus vieux s'est arrêté, le doigt sur la bouche, et scrute les recoins de la pièce. « Très bien, je pense qu'il n'y a personne. C'est là qu'il doit y avoir la marchandise. Il y a des caisses partout, et certaines sont en bon état. Je vais vers celle-là, ça ne m'inspire pas confiance. Toi, tu vas de ce côté. » Océan déglutit alors qu'il voit le gourdin dirigé vers lui. Un vent venu du nord parcourt la pièce. Océan réprime un frisson, tandis que les deux commencent leur inspection. Comme toutes les fois où il se retrouve en danger, chaque bruit lui déchire les oreilles, car tout peut se jouer sur chaque indice. Lorsque le père renverse des cajots avec fracas, son cœur bondit davantage. Il n'arrive plus à se concentrer sur les pas feutrés du jeune homme qui s'approche, inexorablement. Parfois, celui-ci s'arrête, déplace précautionneusement des planches, observe le contenu de sac, hélas vide. Et il vient, toujours plus près. Océan parvient maintenant à percevoir sa respiration longue et contrôlée, rythmée par le souffle glacé du vent. Au moment où Styx pose sa main sur un fût face au dormeur, il se tourne vers son père pour lui demander « T'es bien sûr que c'est là ? Je t'entends briser des caisses et moi je ne trouve rien du tout !» Pendant que l'autre, exténué par le scepticisme de son fils, lui répond qu'il faut chercher davantage, le dormeur s'est figé. Même s'il est prêt, il ne regarde pas dans sa direction. Un coup d'œil à gauche, la barre en acier. Se faisant minuscule, il s'allonge et tend le bras. Du bout des doigts, il frôle l'arme de fortune. Si tu le dis... Attends, c'est quoi ça ? Le choc est terrible, fracassant dans le mouvement l'ensemble des caisses. En un cri de terreur, Styx s'écroule en crachant du sang. Son père se retourne et, sans hésiter, se rue vers celui qui est désormais debout, une large tige métallique à la main.